bonjour à tous, vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. Jaquette Blanchard, meunière au pain, 1731-1804. Au long des prés, l'argent fredonne. Dites, père, il a toujours existé le moulin ? François Blanchard hausse les épaules. Cette drôlesse de 9 ans le fatigue avec ses questions. Pourtant, il est fier de voir qu'elle s'intéresse à tout. Celui-ci, sans doute que non, mais il y en a sûrement eu d'autres, au même endroit, depuis longtemps. Depuis combien de temps ? 1731. Jaquette Blanchard voit le jour au moulin de Chantraine, paroisse du Pin, un bourg paisible du bocage bressuirais. Aînée de 7 filles, elle grandit, découvre le monde et s'y fait une place malgré de lourdes épreuves, grâce à son courage et à son équilibre. Elle ne sait pas que l'Ancien Régime s'achemine vers sa fin et qu'il sera bien difficile de vivre ici à partir de 1789, en plein cœur de cette région qu'on appellera la Vendée militaire. C'est ici, en pleine Gâtine, dans un ancien moulin, sans doute un cousin du moulin de Jaquette, que je reçois son auteur. Bonjour Monique Guérin-Simoneau. Bonjour Dany Ledu. Je devrais dire bonjour Monique et Jaquette, parce que Jaquette est en pays de connaissance ici. Notre Jaquette Blanchard, l'héroïne de votre roman, ici on est dans un ancien moulin. Absolument. Donc elle doit s'y retrouver. J'en suis convaincue. Alors moi j'ai beaucoup aimé votre livre, j'ai lu le premier tome. Je sais qu'il y en a 2 autres. J'ai bien aimé parce qu'il y a 3 aspects qui m'ont intéressé dans ce que vous avez écrit. C'est à la fois la partie roman, avec la vie de Jaquette, à laquelle on s'attache vraiment très facilement. Il y a aussi la partie documentaire sur la vie des meuniers, et aussi tout l'aspect historique, puisque vous nous emmenez pendant les guerres de Vendée. Est-ce que vous voulez bien me parler un petit peu de Jaquette ? C'est quelqu'un qui a vraiment existé, puisque la personne qui m'a parlé d'elle au départ est une descendante de cette meunière. C'est Noël Pouplin. C'est Noël Pouplin. Et Noël m'a dit un jour, moi j'ai une histoire de femme qui pourrait t'intéresser. Je connais toutes les dates, tous les noms, tous les lieux, tous les faits. Donc je peux te donner toutes mes notes, tu n'auras qu'à faire ton marché. Ça fait 10 ans que j'attends quelqu'un pour une mise en forme de ces documents. Alors j'étais un petit peu impressionnée au départ, j'ai demandé à réfléchir parce que c'était une sorte de commande, j'avais un peu peur de décevoir. Et puis je me suis lancée dans l'aventure et ça s'est passé merveilleusement bien. En fait, Jaquette, c'est une femme classique de son époque. Oui, peut-être un petit peu quand même au-dessus de la plupart des gens de cette époque, parce qu'elle fait partie de la confrérie des meuniers. Elle est elle-même fille de meunier, c'est la fille aînée du meunier de Chantraine, qui est un lieu-dit du Pin. Et on sent que les meuniers, comme les forgerons, comme d'autres artisans, sont un petit peu les notables locaux. Donc certains indices prouvent que elle acquiert au fil du temps une notoriété qui la met certainement un petit peu au-dessus de la foule. Cela dit, elle partage bien entendu les joies et les peines de cette époque, et Dieu sait s'il y en a. Et même si elle est un petit peu au-dessus de la condition des cultivateurs, des agriculteurs, oui, un tout petit peu au-dessus, elle est quand même à la tâche toute la journée. Elle n'a pas des domestiques. Hein. Il y a ce qu'on appelle le chassera. Le chassera, qui est le farinier aussi, oui, qui est l'ouvrier, l'employé du meunier. Mais sinon, c'est elle, à un certain moment de sa vie, qui tient la comptabilité, ça on le sait. C'est elle qui, à un certain moment de sa vie aussi, discute d'égal à égal avec les autres meuniers à l'Assemblée du Pin, qui décide du cours du grain dans tout le nord de Sèvres, je crois. Oui, c'est ça. C'est juste juste avant la Révolution, pardon. Et puis elle a beaucoup d'enfants.
elle en a eu 14. La femme de cette époque est occupée du lever au coucher par toutes les tâches à la fois de la maison, de l'éducation des enfants, du potager, de louche, comme on dit par ici, de la préparation des repas, de la volaille, des lapins. On ne chôme On ne pas. voit pas le temps passer. Alors c'est en effet une peinture très vivante de la vie des meuniers à cette époque. Donc je rappelle, on est au milieu du XVIIIe siècle. Et en particulier, vous citez assez souvent des chansons. Oui. Alors, nous sommes dans une société d'Ancien Régime où le nombre des fêtes chômées est assez hallucinant, mais c'est un petit peu normal étant donné que le concept de vacances n'existe pas. Donc je pense que les gens ne pourraient pas tenir s'il n'y avait pas toutes ces fêtes traditionnelles qui sont des fêtes religieuses, mais qui permettent aux gens de souffler un petit peu. Et la vie est très dure, mais lors de ces fêtes ou alors lors des fêtes familiales, des mariages notamment, eh bien, on sait aussi être particulièrement gai, d'autant plus que tout le monde se connaît, qu'il y a une chaleur humaine qui est perceptible dans les vieux textes, qu'on aime bien s'arrêter complètement pour manger, pour boire, pour chanter, pour se sentir bien ensemble et puis pour oublier le temps d'une journée, les difficultés de l'existence. Sinon, les gens ne tiendraient pas. Parmi ces chansons que vous citez dans votre roman, qui reviennent donc aussi souvent que les fêtes, il y en a une que j'aimerais bien que vous nous chantiez. Les métamorphoses de la Belle, par exemple. Si j'avais 500 000 de bon argent, si j'avais 500 000 de bon argent, je m'y mettrai non au couvent, tu n'auras plus d'attente, mon bel aimant. C'est le genre de chanson traditionnelle qui met en scène une jeune fille et un jeune homme. Le jeune homme qui fait sa cour à la jeune fille qui se dérobe, c'est le jeu de la séduction. Et c'est un thème qui est souvent retenu lors des mariages, par exemple. Je me suis amusée à décrire ce que pouvait être un mariage traditionnel. Ça durait 2 jours, 2 jours et demi à peu près, et de nuit aussi. À la fin, on devait être complètement épuisé pour reprendre le travail. Je ne sais pas comment on faisait, mais c'était de grands moments. Et puis, il y avait aussi le violonneux qui était là. Et puis le chanteur à la goule. Les chanteurs, les ménétriers plus exactement, qui étaient capables de chanter durant 3 jours sans discontinuer et sans jamais rechanter 2 fois la même chanson. Donc la vie va, comme vous venez de nous l'expliquer, le travail quotidien du meunier, de Jacquette, de ses enfants, etc. Mais tout d'un coup arrive quand même un événement historique qui va... il y a 2 événements qui vont un peu bouleverser leur vie. C'est à la fois la dysenterie et puis les guerres de Vendée. Oui. Bon, la dysenterie, je n'en dirais pas grand-chose, sinon que c'est une épidémie qui était cyclique dans la France d'Ancien Régime et qui a touché toute la façade atlantique en 1779. Mais elle a été particulièrement marquante. Ça fait partie de ces événements qui ensuite disparaissent de la mémoire collective, mais apparemment, ça a été une année très sévère. En revanche, ce qui n'a absolument pas disparu des mémoires, ce sont les guerres de Vendée, puisque le Pin est situé en plein dans ce qu'on appelle encore la Vendée militaire. La Vendée militaire qui touche le département de la Vendée, le bocage-bressuirais, donc du nord de Sèvres, un petit peu de Maine-et-Loire et un petit peu de Loire-Atlantique. Donc là, nous sommes vraiment dans un endroit extrêmement exposé dès le départ, puisque les premiers affrontements ont eu lieu à partir de Montcoutan en 1792, l'affaire des moulins de Cornet à Bressuire. Oui, c'est ça, c'est le premier gros affrontement qui a eu lieu à partir d'un groupe de Montcoutan qui s'est rebellé. Et
Et jusqu'à la fin des guerres de Vendée, c'est-à-dire en 1799 à peu près, eh bien, Le Pin fait partie des communes exposées. Il y aura notamment un moment très pénible, qui est celui du passage des colonnes infernales de Grignon, au tout début 1780, je dis pas de bêtises, 14, au village du Pin, qui s'est soldé par un massacre. Donc Jacquette et les siens y ont échappé, mais d'autres, notamment une personnalité qu'on connaît sous le nom de la mère Tricot, ont été lourdement touchés. Jacquette va traverser tous ces épisodes. Votre premier tome s'arrête lorsqu'elle quitte cette terre. Oui, en 1804. En 1804. Juste un petit mot sur les tomes suivants. Enfin, le deuxième tome qui est déjà qu'on peut trouver, qui est déjà écrit, qu'on peut trouver en librairie. Donc là, dans le deuxième tome, vous nous parlez... Alors, je parle d'une jeune femme qui a épousé le petit-fils de Jacquette. Donc on pourrait parler de sa petite-fille par alliance, je ne sais pas très bien comment on peut appeler ce lien de parenté. Elle porte un prénom extraordinaire puisqu'elle s'appelle Théotiste. Alors Théotiste, c'est le 19e siècle, ce qui me permet de balayer avec elle tout le 19e siècle avec les bouleversements nés de la Révolution et puis des débuts de l'industrialisation. Enfin, c'est un monde qui change, le 19e siècle. Et donc le troisième tome, ce sera le 20e siècle. Alors le troisième tome, ce sera une partie du 20e siècle, oui, et ça va nous faire voyager, puisque nous changerons de continent. Mais je ne vous en dis peut-être pas plus. Absolument, on va patienter en lisant Jacquette Blanchard, Meunière au Pin, et le tome 2 qui s'appelle Théotiste Brémond, grand-mère du pain. Grand-mère du pain. Parce qu'elle a eu énormément d'enfants et de petits-enfants. La majeure partie des familles traditionnelles du pain sont descendantes de Théotiste, donc de Jacquette. Et on trouve vos romans, on les trouve aux éditions Pays et Terroir, qui est à Cholet. C'est à Cholet. Mais on les trouve dans toutes les librairies, dans les librairies commandant. Du secteur ou en les commandant. Merci Monique Guérin-Simoneau. Merci Dany Ledu. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Je recevais Monique Guérin-Simoneau pour son roman Jacquette Blanchard, Meunière au Pin. Cette chronique est à écouter et réécouter sur Radio Poitou sur YouTube.